Bonjour tout le monde, bienvenue dans le canapé des coulisses, un podcast que j'ai créé pour rencontrer des artistes avec un talent immense et qui vivent pleinement de la scène, que ce soit dans des petites comme dans des grandes salles, sur les planches ou au cinéma. L'objectif pour moi, il est triple, c'est de choper des anecdotes de vie croustillantes, des bons conseils et surtout pour me marrer. Je m'appelle Yvan, bienvenue dans le canapé des coulisses, le premier épisode, ça commence maintenant. Je reçois Aline. Eh ben Aline, bienvenue dans le canapé des coulisses. Je suis très content de t'interviewer aujourd'hui. Et Merci. pour débuter, je voulais te demander, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites à propos de l'impro, de la scène, voilà, si tu veux le faire en chantant, en rimant ou juste en déroulant ton CV, Non, je vais y aller. sens-toi libre. Je vais... je vais y aller tranquille. En gros, je m'appelle Aline Petit. Je fais du théâtre depuis mes 9 ans, avec quelques arrêts jusqu'à la fin de l'adolescence. Et puis depuis mes 21 ans, un truc comme ça, j'ai pas arrêté le théâtre. J'ai fait un peu de Florent, un peu les cours Florent. Après, j'ai découvert l'impro. Et j'étais dans 2 assos différentes, les Improbables et après les Très à l'Ouest. Et puis au Très à l'Ouest, j'ai rencontré Raph. Et quelques années plus tard, on a créé un pro studio qui existe depuis 2014. Allez, 8 ans quoi. Ça fait 8 ans qu'un pro studio existe et qui est une école d'improvisation théâtrale qu'on a créée à Paris pour des gens qui ont envie de faire de l'impro dans leur loisir. Voilà, et puis j'ai développé aussi d'autres collaborations. Je travaille avec le Théâtre de la Coupe et puis au fur et à mesure, j'ai bossé dans plein d'endroits différents, mais je vais pas tout sortir là, ça ferait un petit peu genre CV quoi. Génial. Et très bien. Écoute, pour commencer par le début, moi j'ai envie de te demander, c'est quoi tes premières fois en impro? Genre comment t'as découvert ça? C'est peut-être au cours Florent ou ailleurs? Non, j'ai pas découvert l'impro à Florent parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Parce que. Ah oui, j'ai un chat qui aime bien s'exprimer. En fait, j'ai commencé l'impro parce que j'avais fait un stage d'escrime artistique et d'acting in English avec un copain. Ouais. Qui avait lui-même un pote qui faisait de l'impro à Marseille, à la Ligue Phocéenne, et qui s'installait à Paris et qui avait envie de se remettre à l'impro. Mais il voyait qu'il y avait tout un cursus dans les ligues traditionnelles parisiennes avant de pouvoir se retrouver à être sur scène, et qu'il n'avait pas envie de passer par toutes ces étapes-là. Il voulait créer sa propre asso et il cherchait des gens pour le faire. Et comme on était 3 comédiens, donc il y avait le pote qui m'a approché, c'était Julien. Julien Cyr, et le gars de Marseille c'était Christophe, et il y avait un autre pote comédien aussi, Thierry. Et donc à nous 4, on a créé une asso et on a commencé à recruter des gens à droite à gauche qui voulaient faire de l'impro ou quoi. Et donc on a commencé avec les premiers conseils de Christophe, qui lui était le seul à avoir déjà fait de l'impro. Nous on faisait de l'impro mais dans le cadre de notre formation théâtrale. D'accord. Pas du tout de manière à des fins spectaculaires, quoi, que à des fins justement pour nous l'impro c'était plus un moyen qu'une fin. C'était quoi le nom de cette troupe ou de C'était les Improbables. Ça c'était les Improbables au tout début. Ouais, on a dû le créer en 2004 je pense. Ok. Et si je me souviens à peu près bien, quoi, je me souviens plus hyper bien. Et je suis restée chez eux pendant, je sais pas, 3-4 ans peut-être. Okay. Et après je suis rentrée chez les Très à l'Ouest, où j'ai passé le plus de temps. Et avec les Improbables, c'était surtout des modes cabaret ou beaucoup de matchs? Ouais, c'était d'abord beaucoup de cabaret, et puis les matchs que j'ai commencé à faire, c'était un peu plus tardif, parce que Christophe connaissait du coup du monde dans le sud. Et on s'est retrouvés à Nice à faire un festival avec les Kunta Blabla à l'époque. C'était le nom de l'équipe qui nous accueillait à Nice et qui faisait tous les ans. Je pense que le festival existe toujours. Qui faisait un festival de théâtre populaire à Nice et d'improvisation. Et donc c'est là où j'ai fait mes premiers matchs et où j'ai un peu fait dans ma culotte parce que j'avais pas l'habitude du format compétitif et ça me faisait peur. Mais bon, comme on était là pour s'amuser, j'ai passé un super bon moment.
C'était cool. Chouette. Les improbables au tout début avec un peu de voyage à Nice alors. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est chouette. Et puis après, j'ai rencontré les Pitécaros. Là, par exemple, j'ai rencontré Flavien au Pitécaros. Enfin, qui lui était au Pitécaros et moi j'étais chez les Improbables. Puis après, j'ai changé d'équipe puisque j'ai rencontré Raphaël et je suis allée chez les 13 à l'Ouest. Ok. Et d'ailleurs, depuis, les Improbables sont morts, mais les 13 à l'Ouest existent toujours. Ah oui, ça fait plus de 10 ans. 13 même peut-être 15 ans, je crois. Je sais pas exactement quelle est la date de 2005, création, mais ouais, ça doit être 2004-2005 Parce qu'il par m'avait là, dit, je sais pas exactement non plus. Il Mais... m'avait dit Rudolf, je crois, ou Flav. Ah, génial. Et avec les improbables, du coup, vous donniez des cours entre vous, ou vous faisiez venir des Ah oui. coachs. Comment ça marchait du coup, au niveau Non, pédagogique Ouais, nous on n'avait pas du tout de contact avec l'improvisation parisienne. On Ok. connaissait quasiment pas d'équipe, voire aucune équipe à Paris. Ok. Donc non, c'était des cours entre nous. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait tous un bagage théâtral, on avait tous pris des cours de théâtre. Et on cherchait nos exercices d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je peux parler pour moi, je peux pas parler pour les autres. Mais c'était Christophe qui nous donnait cours. Parce que lui, il savait ce que c'était que l'impro à Marseille. Il avait fait des cours d'impro à Marseille à la Ligue Phocéenne, justement. Et lui, il prenait pas mal de cours en charge au début. Et puis après, moi, j'allais sur Internet, je cherchais des exercices, je fouillais. Puis voilà, et on donnait des cours. Après, on n'était pas tous à donner des cours, ceux qui avaient envie. Et puis donner des cours, ça aide à progresser en même temps. Puis j'appellerais pas ça des cours, c'était plutôt des propositions d'exercices qu'on faisait. Ok. Parce que à l'époque, je me sentais pas de donner des retours ou quoi que ce soit. Enfin, j'étais pas légitime non plus pour être prof d'impro alors que je démarrais l'impro, quoi. Ouais. Et puis surtout, il n'y avait pas beaucoup de contenu en français, j'imagine, à l'époque. C'était tout Si, neuf. je trouvais quand même pas mal de Si. trucs sur Internet. En fait, comme c'était tout neuf, enfin, c'était pas tout neuf, hein, ça date quand même de, pour la France, fin des années 70, début des années 80. Donc il y a quand même de la ressource. Et à l'époque, il y avait beaucoup de choses en open source sur Internet. D'accord, déjà. Donc des trucs que je trouvais facilement sur Internet avant, je les trouve pas forcément aussi facilement maintenant. Il y a plein de trucs qui étaient gratuits et les sites ont pu devenir payants un petit peu, ou les trucs ont disparu des sites, les gens ont écrit des livres, enfin voilà. Mais il y avait quand même pas mal de ressources sur Internet, et puis même des exercices de théâtre que tu adaptes. Ouais. Voilà. En gros, c'est ça, mais ma grosse ressource, c'était Internet. Moi, j'ai voulu faire de l'impro au début, pas parce que ça m'attirait, parce que ça me foutait une trouille immense. Ah, parce que t'étais vraiment habitué au texte par cœur, le théâtre classique. Ouais, tout ça, je quoi. manquais vraiment de confiance en moi, donc je me confrontais à ce que beaucoup de femmes vivent, je pense, c'est-à-dire j'avais peur de me prendre des remarques, j'avais peur de me prendre des critiques. Je pense qu'on est plus sensible à ça, je sais pas, c'est une impression en tout cas. Et j'avais peur d'être mauvaise, j'avais peur d'être jugée. Je pense que j'avais une grosse peur du jugement en fait. Puisque c'était ça le truc. Et comme Julien me propose, et Julien, j'avais eu un coup de foudre amical avec ce type. Ouais. On se marrait comme des baleines en stage. Non, c'était vraiment cool. Et surtout, j'avais rencontré des musiciens qui faisaient du jazz quelques années plus tôt. Et eux, je les regardais un petit peu en me disant « Ah, ils ont de la chance, ils n'ont pas besoin de répéter pendant 6 mois pour jouer 5 ou 6 représentations. Si tu as de la chance de jouer 5 ou 6 représentations, t'es jamais sûr que tu vas faire plein de représentations derrière. » Je me disais « Punaise, eux, ils se retrouvent, ils font des buffs, ils peuvent faire des concerts ensemble sans avoir trop répété ensemble. » Évidemment, il y a du boulot individuel, il y a du boulot collectif, mais ils peuvent se retrouver et jouer des choses ensemble et improviser ensemble. Et je me disais, nous, les comédiens, franchement, il y a des limites quoi, à notre art. Et notamment sur la rencontre et la possibilité de jouer. Et je pense que c'est pour ça que quand Julien m'a proposé le truc, je me suis dit, bon, de toute façon, là, tu gagnes pas ta vie. C'est compliqué de démarrer ta vie de comédienne, tu n'y arrives pas. Ouais, tente le truc, tu verras bien. Et même si ça me foutait une trouille atroce, hein, c'était énorme, l'envie de jouer et l'envie d'être sur scène et l'envie d'être devant un public était plus forte que la trouille. Donc je me suis dit oui, et puis il y avait quand même pas mal de bienveillance et de l'encouragement, donc j'y suis allée. Ouais, puis vraiment l'envie d'un quelque chose de plus flexible, de pouvoir faire plus de scènes sans avoir à programmer trop à l'avance. Ouais, j'avais surtout envie de jouer quoi. Ouais, t'as envie de... Ouais. Et devant un public, pas forcément que de jouer pour répéter et pas être sûr qu'on monte les projets. Et quitte à pas gagner d'argent, autant que je sois sur scène. Ouais. En fait. Ok.
C'était un peu ça, les débuts, ouais. Ah, chouette. Et après, je suis arrivée chez les 13 en 2009, début 2009. Ok. Et là, j'ai fait un bon bout jusqu'en 2017. Ah, bon bout de chemin avec les 13 à l'os. Ouais. Ah, Ouais, 8 ans, ouais. Et ben. Et du coup, dans tout ton parcours, là, le début avec des bouts de théâtre pour inspirer les cours, les improbables, est-ce que tu te souviens d'un déclic d'apprentissage où à un moment ça a cliqué et tu t'es dit, mais tel positionnement, tel personnage ou telle façon de faire des transitions Je fais est-ce que des... tu te Ouais, souviens ouais. d'une épiphanie ou pas forcément? Non, j'ai pas eu une seule épiphanie. J'en ai eu plein en fait. Mm. Enfin, épiphanie c'est de l'anglais, mais des révélations, on en a plein au cours de... Enfin, moi je pense, hein, au cours d'un parcours d'improvisateur ou d'improvisatrice, c'est que en fait on passe des étapes de notre propre vie, Mhm. personnelle. Moi j'ai plein de défis personnels que je relève depuis des années. Et en impro, fatalement, tu ressens des trucs plus forts que dans la vie d'une certaine manière. Enfin, ça révèle des choses sur ta propre vie. Mhm. Et notamment sur le manque de confiance en soi. Ouais, c'est sûr. Tu peux pas faire semblant que tu manques pas de confiance en toi en impro. Enfin, si tu manques de confiance, tu manques de confiance. Mais l'impro t'aide à passer au-dessus. Et comme ça t'aide à passer au-dessus, ça t'aide aussi à passer au-dessus dans ta propre vie. Et tu progresses dans ta propre vie. Mais c'est des vases Et communicants. voilà, c'est ça. Et en fait, ta vie va te faire progresser en tant qu'improvisatrice. Et en tant qu'improvisatrice, ça va te faire progresser dans ta vie. Et ainsi de suite. Mais ouais, il y a eu quelques passages dont je me souviens fort. Par exemple, pour moi, un vrai avant-après, c'est quand je décide de me professionnaliser avec l'improvisation, qu'on démarre l'école avec Raph, qu'on part en tournée au Québec avec les 13 à l'Ouest. Okay. C'est la première tournée des 13 à l'Ouest au Québec. Ça avait duré combien de temps ça? Une semaine. Une semaine de tournée au Québec? Une semaine, un spectacle par jour à peu près sur une génial. semaine. C'était super, on atterrit à Montréal, on trace direct à Québec. À Québec, on arrive le soir même, on joue. Je comprends rien à ce que disent les Québécois, je suis paumée. Et j'étais fatiguée, jet-laguée, machin. Mais bon, on fait le match, ça se passe bien, c'est rigolo. Après, je crois qu'on monte au Saguenay à Chicoutimi. On fait un match là-bas qui était super. Et on redescend à Montréal. Et moi, en fait, dans ce voyage, il se trouve que... non, on a fait 2 matchs à Québec. Il se trouve que mes camarades ont tous petit à petit des étoiles. Donc en match... Ah oui, quand t'es en match et t'es la personne la plus remarquable du match. Ou... Alors t'as 3 étoiles souvent. C'est-à-dire que tu vas avoir la première, la deuxième, la troisième étoile qui vont être décernées à 3 joueurs au cours du match. Zeka, ça c'est pas possible. Et au cours du match, ouais, et donc à la fin il y a 3 étoiles qui sont attribuées. Et quand j'avais commencé à faire de l'impro, je recevais régulièrement des étoiles justement. Par exemple à Nice, j'avais eu au moins 1 ou 2 étoiles pendant le tournoi. Bon, ça datait, hein. Ça fait toujours plaisir, ça. Il y a eu 10 ans qui s'est passé entre temps, ouais. Mais là, il se trouve que petit à petit, je vois tout le monde qui reçoit des étoiles et pas moi. Dans toute la tournée, tu fais ouais. Et moi alors? Ouais. Bah, c'est pas que je me fais et moi alors, c'est que je me dis, ah, j'ai pas le niveau. Ce que je disais par rapport au manque de confiance en moi, il me revient en boomerang, d'autant plus que je suis en train de me professionnaliser, de créer une école avec un pote, et moi je me sens mauvaise en fait. Okay, je me dis, j'ai pas ma place dans cette équipe, ils sont 10 fois plus forts que moi, je suis pas assez forte pour ce truc. Bon, mon ego il en prend un coup en fait, à tel point que même on a eu un tournoi que je gagne avec l'équipe dans laquelle je suis, c'est-à-dire qu'on a été répartis, tous les joueurs de l'équipe française sont répartis dans plein d'équipes avec des Québécois, et donc on est des équipes de 3. Ah, génial d'avoir mixé ça. Ouais, chouette, ça. Et donc on a fait un tournoi avec des équipes de 3, 2 Québécois, un Français. Et l'équipe qui gagne, c'est celle dans laquelle je suis, avec mes 2 partenaires québécois. Et je fais, ouais, mais si on a gagné, c'est grâce à eux. C'est-à-dire que je prends aucun crédit, j'ai l'impression, là je suis dans mon tunnel, je suis mauvaise, j'ai rien à faire dans cette équipe, et j'ose pas trop leur dire, enfin j'en parle un petit peu, mais tu vois, limite tu te dis ouais, j'ai pas envie de me montrer le flanc non plus, et en même temps bah je suis quand même hyper vulnérable, voilà. Bon, la tournée se passe,
Ça continue à être dur pour moi parce que je me dis, mais là, je prétends donner des cours Mhm. et j'arrive pas à. Je me trouve mauvaise. Ouais, et quand tu as des moyens d'avoir du crédit, tu dis que tu le vaux pas, et quand tu as des moyens de te mettre de dire Voilà, bah non, voilà, j'ai été voilà, mauvaise, voilà. tu le prends par contre. Voilà. Mais bon, après, comme je disais, ça dépend aussi de l'histoire personnelle qu'on a eue dans sa vie, Mm. de la confiance qu'on nous a donnée, sur nos compétences, nos qualités, nos. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai pas de doute, mais sur mes compétences de jeu, oui, j'en ai. Et j'en ai toujours eu. Enfin, j'en ai eu à partir du moment où j'ai pas vraiment pu faire ça comme métier, j'étais pas soutenue par ma famille, quoi. Et du coup, ouais, les étoiles que tu avais reçues ou pas. Ouais, À voilà. Mais en Québec, fait, c'est ça qui avait atteint mon ego et qui m'a fait penser j'ai rien à faire là, c'est pas ma place, c'est pas mon endroit. Et donc, j'ai un petit peu sombré psychologiquement. Mais le truc, c'est qu'après, comme tu continues à faire de l'impro, puisque c'est l'impro qui est. Eh ben, on a un chat qui passe devant l'écran. C'est bon. Et comme quand tu. Je sais plus ce que je disais. Si, je parlais du fait que tu chutes. Mais comme moi, la passion du théâtre, elle a toujours été plus forte que tout. Et c'est ce qui m'a sauvée de toute façon, en général dans la vie. Et ben, pareil, même si je diminuais en force et tout ça, j'avais envie de le faire, j'avais envie de donner des cours. Il y avait quelqu'un avec qui je travaillais qui croyait en moi aussi quand même. Et puis même, j'allais pas arrêter ce qui était lancé. Ouais, et puis ça donnait quand même du crédit, que les gens aient envie de bosser avec toi et tout. Tu dis, bon, c'est pas un hasard, quoi. Ah, C'était dur de le non, prendre. je pense que j'ai dû faire vraiment un travail sur moi pour me dire Ok. je peux être une bonne prof et je peux ne pas être une super joueuse. Il y a des jours où je serai une bonne joueuse, des jours où je serai pas forcément une bonne joueuse. En fait, le vrai boulot d'improvisatrice ou d'improvisateur, hein, enfin, j'aime bien le dire aussi au féminin, le vrai boulot, c'est de gagner en humilité et d'accepter que bah, c'est pas tout le temps sûr, c'est pas tout le temps comme on voudrait et faire avec ça et avoir l'humilité de se dire bon bah moi je fais de mon mieux à chaque fois. Si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis. Et en fait, j'étais obligée de faire ce chemin-là parce que sinon ça aurait été trop douloureux face aux élèves, parce que je manquais de confiance en moi par rapport aux élèves aussi. Je me sentais pas légitime à leur donner des cours. Pas assez. Alors que au moment où j'avais pas de pratique de l'impro, je me posais pas cette question-là. Puisque j'avançais. Ouais, et puis j'avançais avec des gens qui étaient dans la même situation que moi et personne prétendait. Alors que quand on dit qu'on est prof, d'une certaine manière, on prétend. Et si on prétend, il faut qu'on soit à la hauteur. Et c'est ça ma trouille, c'est de pas être à la hauteur du rôle que je commençais à endosser quoi, en tant que prof. Mais ouais, ça c'est par exemple une des révélations, c'est vas-y avec humilité. Ok. Puis il y avait un truc que Roberto Sierra nous a dit quand on était au Québec. Un improvisateur qui donnait des stages. Ouais, c'est un improvisateur québécois qui a une école qui s'appelle Impro Sierra et qui est un super improvisateur et un bon coach. Enfin, je dis un bon coach parce que je l'ai eu qu'une fois en stage, mais j'avais trouvé ça intéressant. Il avait été bon sur ce stage-là en tout cas. Ouais, il avait été bon sur ce stage-là. Et moi, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'il nous a dit, et même ça m'a fait travailler aussi personnellement, c'est qu'il nous a dit il n'y a jamais personne qui rentre sur scène pour défoncer la scène. Jamais personne ne rentre sur la patinoire en se disant je vais tout défoncer. Pourtant, nous, ça nous arrive d'être sur la patinoire et d'être agacés et de se demander ce que fait l'autre et de pas comprendre et de pas réussir à rebondir, etc. Mais déjà, mettre de côté la colère et de pas avoir de colère et de se dire que l'autre le fait pas exprès, ça va nous aider. Ouais, oui, parce que personne est là pour oui, tout casser au niveau de l'histoire, de l'enjeu, tout ça. Tout à fait. Mais sauf que comme tu es sur une pratique performative où tu produis ton texte, tu produis ton jeu, tu produis tes déplacements, tu produis tout, tu as l'impression que tu es le bon Dieu d'une certaine manière. Tu as l'impression que tu as le pouvoir sur tout, que tu as le contrôle sur tout, alors que tu as le contrôle que sur toi. Bien sûr. Et tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe en face. Et en fait, à partir du moment où tu diminues les attentes par rapport à la personne qui arrive en face, tu diminues effectivement les attentes aussi par rapport à... Enfin, tu diminues les attentes et tu te dis ok, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et la personne qui arrive en face de moi, elle n'est pas là pour défoncer le truc. Ah bah, tu rentres aussi avec plus d'humilité sur la patinoire. Ou sur scène, en fonction du type de spectacle que tu joues. Mais je parle de patinoire parce que tu connais pas l'équipe d'en face, c'est l'inconnu. Et donc, c'est facile de prêter des intentions à l'équipe d'en face. Oui, tu connais pas encore leur spécialité, tout ça. Oui, mais c'est facile aussi de te dire, ouais, il joue la gagne. Mm. Et te dire, il va contre moi. Ouais. Mais en fait,
c'est pas parce qu'il joue la gagne qu'il a envie de défoncer. Même s'il jouait la gagne, il a envie que l'impro se passe bien. Donc rien que ça, te le rappeler, c'est pas mal. Et donc ça m'a aidé. Ce qui est marrant, c'est que ça allait aussi avec ce moment au Québec où je doutais beaucoup de moi, quoi. Ouais, diminuer les attentes, se dire voilà, on lâche prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et Voilà. puis on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Et là, ça faisait déjà 10 ans que je faisais de l'impro. Ouais. Comme quoi, il y a des choses qui mettent du temps. Ouais. Mais j'avais eu d'autres personnes qui étaient venues me voir en me disant, en me disant d'une manière ou d'une autre de lâcher prise, sauf que je l'entendais pas de la même manière. Je pense que ça a fait une différence, ouais, dans mon jeu. Après, peut-être pas tant que ça, j'en sais rien. Je me vois pas, donc je peux pas juger. Mais ouais, ça a pris 10 ans avant que je comprenne ça. Et j'ai encore besoin de temps en temps de me le rappeler. De refaire diminuer les enjeux. C'est une bonne chose de se dire que bah non, c'est bon, on a toujours quelque chose à apprendre. Ah bah oui, c'est jamais fini. Ah non, c'est jamais fini, non. Clairement. Avec l'impro, c'est jamais fini. Ah, et tu sens qu'en tant que femme, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur d'aider les femmes aussi à prendre plus leur place sur scène, ouais. à ce qu'on fasse des personnages plus inclusifs, tout ça. Tu sens que toi, il y a eu des freins ou des choses sur lesquelles tu avais du mal à prendre ta place? Moi, je suis un pur produit du patriarcat. Mm-hmm. Donc, je m'en suis pas rendu compte. Ok. Si ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je mets j'y vais à tâtons, en fait, parce qu'il s'est passé des trucs qui étaient super positifs, des trucs qui étaient négatifs. Est-ce que c'est lié au fait que je sois une femme ou quoi? J'en sais rien, en fait. Je peux pas imputer telle ou telle chose à mon sexe, parce que déjà, je me rends pas compte. C'est difficile de dire est-ce que c'est parce que j'ai un tempérament agressif, est-ce que c'est parce que j'ai un tempérament fort, mais moi j'ai grandi avec un père violent et un frère à partir de mes 12 ans. Et donc il fallait que je me batte pour exister. Donc moi j'ai l'habitude de me battre pour exister. Donc j'ai pas eu l'impression à l'impro que j'ai eu à me battre moins ou plus qu'ailleurs pour exister. J'étais entraînée d'une certaine manière à jouer des coudes, à gueuler, à être une grande gueule en fait. Et on m'a toujours vue comme une grande gueule partout où je suis passée. Donc j'étais calibrée finalement pour un monde patriarcal. Okay. C'est-à-dire que ça passe dans un monde patriarcal, ça. Parce que j'ai les codes masculins et je m'en sers. Donc difficile de me rendre compte de ce que j'aurais vécu en tant que femme. J'ai un tempérament... Alors je pense que je suis une femme complètement, hein, mais il y a plein de trucs que j'ai intégrés comme si c'était normal. Plein de codes virils qui me paraissaient normal et que j'ai dû déconstruire. Surtout que 13 à l'Ouest, c'était quand même une équipe on était carrément fort de caractère, donc heureusement que t'avais ce caractère bien trempé. Déjà, c'était quand même une équipe, moi, qui m'a accueilli les bras ouverts. J'étais en période de déprime, voire dépression. Je parlerai pas de dépression, mais presque. Au moment où je suis rentrée chez les 13, après un énorme chagrin d'amour, j'ai quitté les Improbables suite au chagrin d'amour parce que le mec avec qui j'étais, je l'avais fait venir dans les Improbables. Donc ça avait mis toute une ambiance que moi j'étais incapable de gérer. De toute façon, je vais pas juger ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, je jugeais, mais maintenant je juge plus du tout parce que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a à ce moment-là. Mais ça m'a obligée à quitter les Improbables. Mais j'ai eu la chance de rencontrer les 13 à l'Ouest, de rencontrer Raph qui m'a intégrée. Et les 13 à l'Ouest, ils étaient super accueillants. C'est-à-dire que oui, on montrait nos culs dans les événements. On l'a fait. Sur des festivals ou quoi, mais en même temps je suis arrivée là, une des membres, Sylvie, moi j'ai été super touchée. Sylvie, elle m'a accueillie, elle m'a invitée à son mariage alors que ça faisait pas 6 mois que je la connaissais, ça devait faire 3 mois que je la connaissais, mais comme je faisais partie des 13 à l'Ouest et qu'elle avait invité les 13 à l'Ouest, et ben elle m'a invitée à son mariage. Ensemble, quoi. Ouais. Et moi ce truc là de solidarité, je l'ai vraiment senti chez les 13, même si on n'était pas beaucoup de filles, il y avait ce truc de solidarité chez les 13 qui était hyper fort et moi ils m'ont sorti la tête de l'eau fortement, il et elle. Et puis effectivement c'était une troupe potache parce qu'il y avait une majorité de mecs, mais les nanas elles avaient leur place quand même. Après je me souviens que l'une ou l'autre avait pas forcément envie d'aller en spectacle, mais elle était contente de venir à l'entraînement par exemple. Donc il y avait une super bonne ambiance.
Et puis on a cherché à féminiser la troupe parce qu'on se disait que c'était pas cool qu'il y ait que 2 ou 3 filles et on voulait qu'il y ait plus de filles qui jouent. Et le pari a été réussi, je crois qu'ils sont à la parité depuis quelques années. Ouais, génial. Donc, et c'était une volonté de tout le monde, c'est une volonté des mecs et des nanas, on avait envie d'être en parité, on avait envie de jouer ensemble, on n'avait pas envie que ce soit un monde que de mecs, quoi. Donc c'est des grosses personnalités, mais c'est des grosses personnalités généreuses. Ah, c'est adorable. Donc, c'était pas gênant. Non, bah moi, oui, j'étais plus macho que le macho. En gros, ils montraient leur cul, je montrais tout, quoi. Enfin, voilà. Mais c'était potache, ouais. Enfin, je me souviens d'une scène où justement vous étiez foutu à poil ou un truc Ah oui. qui était genre une Non, marquante, genre. Parce que c'est un truc que je vois pas souvent maintenant, genre, les gens se Non, lâchent mais peut-être moins. on était fous, hein. On était fous, on était excités du bulbe. Je sais pas ce qui se passait à l'époque, mais on était en festival et. Mais je sais pas s'ils ont envie que je raconte ça, hein, mes camarades. Bon, je vais le raconter quand même, mais. Ou pas, si tu veux, comme tu veux. Je vais changer les prénoms. Très Enfin, bien. je sais pas si j'y arriverai. Je vais faire A, B, C. On était en festival et il y a un membre d'une troupe extérieure, on va l'appeler A, qui discutait avec un membre C. Un membre B, pardon. Qui était de notre équipe. Donc il y a deux personnes de 2 équipes différentes qui discutent. Et il y a un deuxième membre de l'équipe des 13 qui arrive Sur scène, là, c'est pendant une scène. Non, Non. pas du tout. Non, en dehors. On est en festival, on est à la cantine, enfin là où il y a la cantine, ça discute à droite à gauche, ça se rencontre, ça parle, ça rigole, ça fait des conneries. Enfin, ça vit quoi en fait, hein. C'est un moment de vie en dehors des spectacles. Je me souviens plus du tout à quel moment ni quoi. Je pense qu'on est à la fin du repas en fait. Okay. Et ils sont en train de discuter passionnément de musique. Et puis je sais pas ce qu'il prend à mon pote qui était avec moi. Mais il fait genre genre qu'il est capable de montrer sa bite. Et il montre sa bite. Ok. Donc, celui qui est en train de parler de musique soutient la proposition de son partenaire. Dans le oui et. Dans le oui et, hein. Et montre sa bite aussi. Et moi je dis, c'est pas parce que je suis une fille que je vais pas montrer ma bite. Donc j'ai baissé mon froc pareil parce que je voulais faire comme les mecs. En fait, je pense que j'avais un truc je veux être comme les mecs, je veux être. Et c'est ce qui faisait que je rentrais dans les groupes de mecs aussi. Hein. Et tout le monde s'est marré. Et le membre de l'équipe d'en face, enfin d'une des autres équipes du festival, a halluciné, nous a trouvé fous et a intégré l'équipe quelques années plus tard. Enfin, non, même pas quelques années, quelques mois ou semaines plus tard. Il est resté dans son autre équipe, mais il a intégré aussi notre équipe. Mais il a halluciné, il s'est dit, mais c'est quoi cet arrêt? Mais il y avait ce truc en fait où. C'est-à-dire que j'étais un bro, quoi. Il n'y avait pas. Pourquoi je pouvais être comme ça? C'est parce que j'étais en confiance. Il n'y avait pas de. J'avais pas de peur, j'avais pas de risque. Il n'y a pas de jugement dans l'équipe, c'était plus. Ouais, bon, à un moment donné, ils m'ont dit qu'il faudrait que tu arrêtes d'enlever ton t-shirt trop souvent sur scène. Parce que j'enlevais souvent mon t-shirt sur scène. Vous avez peur que tu attrapes froid? Non, je pense que justement, c'était interprété par les autres. On se rend pas compte, mais le rapport à la nudité, le choix de la nudité ou le choix du déshabillage, le choix exhibe est un choix de provocation. Et en tant que femme, cette provocation, elle peut être très mal acceptée par le public. Surtout si on sexue la femme. Surtout si on quoi, pardon? Si on sexualise, pardon. Ah ok, d'accord. Okay. Ouais, je dis sexualise la femme. C'est-à-dire que, elle joue de ses charmes, elle joue de son joli corps pour obtenir les grâces du public. Ok, ouais. Or moi, ma démarche, c'était pas cette démarche-là, c'était la démarche potage de provocation. Je monte mon cul en public, je monte mes fesses en public. Enfin, j'ai pas montré mes seins, j'étais en soutien-gorge. Mais il y avait ce truc de, il n'y a pas de raison que les hommes puissent se mettre aussi torse nu et que moi, j'ai pas le droit de le faire. Bon, déjà, je garde un soutien-gorge. Mais ouais, je trouve que moi aussi je devrais avoir le droit de faire. En fait, moi j'étais en recherche d'avoir les mêmes droits que les mecs. Ouais, l'égalité quoi. D'accord. Oui, mais bon, après, est-ce que c'est fondamentalement nécessaire d'enlever ton t-shirt ou de montrer ton cul? Je sais pas, c'est un chemin. Et c'est le chemin, c'est un chemin que j'ai pris.
sans le réfléchir en fait. Et j'avais des gens qui me jugeaient pas dans ma troupe, mais qui sentaient que ça pouvait juger dans le public, et parmi les équipes ça pouvait commencer à jaser, à machin. Donc ils m'ont gentiment conseillé d'une certaine manière d'arrêter d'enlever mon t-shirt, parce que ça faisait aussi genre Aline elle a qu'un seul registre, alors que non, j'en ai plein d'autres. Donc voilà. Ok. Il y a des fois où c'était à propos, des fois où c'était un peu too much. T'as déjà marqué des trucs comme les fémènes ou pas parfois? Non, parce que c'était jamais prémédité par contre. Ouais, c'était toujours en pro quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait un côté, hey, moi je suis capable de le faire, j'en ai rien à faire, je suis pas dans cette pudeur Et c'est- qu'on impose aux femmes. et Les c'est- femmes doivent être pudiques. Si elles sont pas pudiques, il y a un problème. Ouais, c'est atypique quoi. C'est- Ah bah, une femme, si elle est pas pudique, c'est une salope, hein. Et moi, il y avait ce truc plutôt couillu. C'est bizarre, quoi, mais bon, c'est comme ça. J'essaye de le réfléchir. Là, c'est parce qu'on en discute, j'y pense pas tous les matins quand je me lève, mais. Ouais, c'est parce qu'on en discute que je te dis ça, et que j'ai déjà pensé, je me suis déjà posé la question plusieurs fois, mais pourquoi je faisais ça? J'en ai plus le besoin aujourd'hui, j'en sens plus du tout le Ouais, besoin. c'est une moyen de choquer le public, de faire un peu réfléchir. Faire de la provoque, mais De rééquilibrer aussi les choses avec Mais les c'était hommes. pas pensé, c'était pas. Je me disais pas, ouais, je vais faire réfléchir. C'était pas militant du tout en fait. C'était un besoin que j'avais moi. Il se trouve que ça pourrait être militant et que les femmes l'ont utilisé par exemple d'un point de vue militant, ce truc du déshabillage. Mais moi je l'avais pas pensé, c'était pas une démarche réfléchie, c'était une démarche tout à fait spontanée. Et inconsciente en fait. Ok. surtout. Et, du coup, surtout pendant les 13 à l'Ouest, ça, du coup. Ouais, parce que j'étais hyper libre. J'étais tellement bien chez eux. C'était. Je souhaite à tout le monde de vivre ça en couple, mais en couple, quand on est bien dans son couple, on se sent libre. Bah, parce que il n'y a plus l'injonction de trouver quelqu'un parce qu'on a la personne. Enfin, je parlais de moi en tout cas, de ce que j'ai pu vivre de ce que je peux vivre en couple actuellement en fait, mais de me sentir libre dans mon couple, c'est exactement la même sensation que j'ai ressentie quand j'étais chez les 13 Always, mais dans un groupe. Ok. C'est-à-dire. T'es libre de parler de tout. Bah, libre d'être des moi-même, pas être jugée, pouvoir dire des bêtises, même pouvoir être méchante. Il y a eu des moments où j'étais méchante, mais j'étais méchante parce que j'allais très très mal. Et en fait, on m'a accueillie, on m'a acceptée alors que j'allais mal et que j'étais méchante. Je me souviens notamment de Guilain, par exemple, il y a eu une fois où j'étais odieuse avec lui et il m'a pardonné immédiatement. Et il m'a pardonné parce qu'il savait que j'allais pas bien. Et en fait, quand on a des personnalités comme ça en face de soi, qui vous comprennent tellement bien et qui ont vraiment de l'empathie pour vous et qui vous aident à grandir et qui vous aident à être mieux, une personne meilleure et moins dure en fait, et moins dure envers vous-même en réalité, parce que eux ne sont pas durs envers vous-même et ils vous apprennent à vous aimer. Ouais, bah tu te sens libre et t'y vas quoi, hein. Et bah, si t'as envie de te foutre à poil, tu te fous à poil. Et je me suis jamais retrouvée à poil, mais voilà, on s'entend. Oh, Donc voilà, j'étais dans ce type de groupe, et j'étais dans un groupe où je me sentais forte quand je jouais avec eux. C'était la force du groupe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette histoire d'étoiles, par exemple, au Québec, l'individualité a pris le pas sur le groupe, alors qu'avant, j'étais sur le groupe. Et en fait, dès que l'individualité... Alors, c'est important que l'individu se sente bien, mais il faut se rendre compte qu'on est des êtres sociaux et que notre individualité, quand elle devient toxique contre nous-mêmes, en tout cas moi, je pense qu'il faut se raccrocher au groupe pour redescendre et redevenir qu'un membre du groupe et se dire ouais, ok, ça va, c'est cool. Et puis on est tous différents et on apporte tous des choses différentes à un moment différent. Il y a des moments où on va être plus leader, des moments où on sera plus suiveur, il y a des moments où on va donner plus et il y a des moments où on va prendre plus. Et en fait, accepter qu'on n'est pas tout le temps au top de sa performance, au top de ses capacités. Voilà. C'est de l'impro, quoi. Tu peux pas tout le temps faire un truc parfait. Mais voilà, mais en fait, l'impro, surtout quand tu as une pratique régulière et que tu joues régulièrement, etc., bah, tu l'apprends, quoi. Et aussi, avec une tournée où tu joues tous les jours, tu peux avoir l'impression que tu es à sec d'inspiration aussi. Alors que c'est pas vrai. Mais voilà, et en fait, tout ça, c'est intéressant parce que ça te met à l'épreuve. Et ce qui te met à l'épreuve te permet de te poser des questions et d'y répondre en partie. Mais je pense qu'Anthony Hopkins, il a raison, on finit sa vie en se disant qu'on sait rien, quoi. Donc bon, voilà, mais ça te fait progresser, quoi, ça te fait avancer un petit peu. En tout cas, socialement, avec les autres. On va mettre bien.
Oui, ma chérie. Le chat. Et ben, parmi du coup, enfin, je sais pas, tes souvenirs d'impro, euh, c'est quoi les scènes marquantes ou les moments de connexion intense dont tu peux te souvenir ou un spectacle en particulier? Bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais si on avait Ben en fait, quelques-uns. il n'y en a pas tant que ça, parce que la grâce, tu la rencontres rarement, Mhm. je trouve, Ok. personnellement. J'ai deux moments assez incroyables dans mon souvenir, mais je serais incapable de te les raconter. Ok. Je peux te parler que de ce que ça m'a fait. Mhm. Je me souviens d'une impro avec Guilain, chez les 13 à l'Ouest, justement, à l'époque. On était sur scène, on jouait, et je me retrouve à être. Je peux pas te raconter l'histoire, parce que je m'en Mhm. souviens pas de l'histoire, mais Ok. je me souviens de ce que ça me fait. Et c'était. Je joue une marchande de bonbons, Mhm. et lui, je crois qu'il joue un tueur. Ok. Et en fait, c'est comme si dans ce moment-là où on jouait ce truc-là, tout le sous-texte, tout ce qui devait se dire entre comédiens, qui aurait été écrit dans le scénario, etc., passait sans parole. On jouait, on sentait ce que l'autre allait faire, on savait ce que l'autre allait faire. C'était un vrai moment de symbiose, de co-construction, où je me suis sentie... Enfin, je jubilais à l'intérieur, en fait, parce que tout ce que j'espérais se passait comme je l'espérais. Ah, c'est fou ça. Et je pense que Guilain a vécu à peu près la même chose. Ouais, la marchande de bonbons, on s'en est souvenu pendant pas mal d'années. Et puis il y a eu un autre moment aussi que j'ai adoré. Je jouais une femme de ménage antillaise dans une école. Là, c'était quand on jouait l'anecdote insolite avec Élise et Raph. Et j'ai une scène avec Élise où je construis ce personnage-là. Et je lui faisais un énorme accent antillais à cette femme. Et aujourd'hui, on sait le sort qu'on réserve aux accents en impro. Mais moi, j'aime bien les accents. Je trouve ça hyper chouette, les accents. Dans le sens où ils marquent une certaine identité, un bout de quelque chose. Alors, c'est cool de savoir bien les faire. Mais surtout, pour moi, ils doivent pas servir le cliché. Ils doivent simplement servir le personnage. Mhm. Et là, en l'occurrence, j'étais donc une femme de ménage antillaise. Donc, jusque-là, je ressemble un petit peu à la Marie-Thérèse des Inconnus. Mhm. Inspirée par eux, d'ailleurs. Mais elle était fan de jouer des années 80. Ok. Et ce que je kiffais, c'était d'en faire cette fan absolue des jouets des années 80, c'est-à-dire que son accent devenait anecdotique, tout le reste devenait anecdotique, ce qui devenait le plus important pour elle, c'était ça. Et je le jouais avec Élise, et pareil, tout ce que j'avais envie se passait comme j'avais envie, et j'étais super inspirée, et je me rappelais de tous les jouets de quand j'étais gamine, auxquels je ne pense jamais et qui me reviennent pas à l'esprit. Et là, tout me remontait comme une évidence. Et donc j'avais la matière pour pouvoir faire Ah, t'allais exister ce piocher dans personnage. ton vécu des vrais jouets, des choses que Ah bah tu de mes connaissais. souvenirs de jouer de l'époque quand je jouais à ces jeux-là, Mhm. quand j'étais dans la cour de récréation, la main collante, la puce, les billes, Ouais, tous les trucs de Pif Gadget. Tout ça. Ouais, après tous, je sais pas si je m'en souviendrai, mais il y avait plein de trucs, le truc qui tombe, qui descend les escaliers, le ressort qui descend les escaliers, machin. Donc il y avait tous ces jeux-là qui me revenaient en mémoire et que je ressortais sur scène. Et quand t'as cette fluidité-là et que t'as le matos qui vient tranquille, pareil, c'est génial. Et ça vient souvent d'une super connexion avec ton partenaire, ou ta partenaire. En l'occurrence, c'était avec Élise, qui a la grimace, et avec Guilain. C'était mes partenaires, j'adorais jouer avec eux, ouais. Ah, génial. Et Des j'adore moments- toujours jouer avec eux. Bah, toujours. Ah, les moments de connexion intense. Mais en fait, c'est des moments où tout est fluide, tu te poses pas de questions, tu ne demandes pas 2 secondes dans ta tête, tu te demandes pas si ce que tu fais c'est bien ou pas bien, tu sais que c'est bien. Ouais. Et puis en plus de charger un personnage avec des vrais trucs que t'as vécu ou que tu connais, ça donne encore plus de profondeur crédible, quoi. Oui, mais de toute façon, moi je charge toujours mes personnages avec des trucs qui m'appartiennent, je peux pas faire autrement. Mm. On est bien que ce qu'on est, enfin je veux dire, je prête mes émotions, je prête mon corps, je prête mes pensées. Après, je peux les prêter au sens inverse, je peux diriger, et puis comme c'est moi qui écris, évidemment qu'il y aura toujours un lien avec ce que je pense. D'ailleurs, il y a eu une longue période où j'avais du mal à jouer des personnages qui perdaient, parce que je voulais pas perdre. Et ça aussi, c'est cool les losers, en fait, faut savoir jouer les losers en Un impro. bon loser, c'est vraiment. C'est hyper, tellement bon, le public aime délicieux ça. à voir. Ouais. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Enfin voilà, on a besoin que le. Quand on est dans le public, hein, j'entends. On a besoin de voir le loser en chier, tout ça, et que ce soit pas nous. Mm. Qu'on soit à l'abri de ça.
Donc, ouais, voilà, donc ça c'était mes deux moments de grâce, je dirais. Dont je me souviens. Hmm. Il y a eu Bien d'autres sûr, moments. il y a des centaines. Des centaines, non, non, il n'y en a pas eu des centaines. Mais qui m'ont bien marqué, c'est ceux-là. Il y a eu des moments de honte aussi. Hein. Mais bon, c'est passé. Et du coup, on parlait des personnages. Est-ce que tu sens que toi, t'as un personnage refuge sur lequel tu gravites ou tu y retournes souvent sur scène, un archétype? Plus maintenant. Mais oui, j'avais des personnages refuges. Ouais. Des personnages que j'avais travaillé au théâtre, en scène, par exemple à Florent. Et donc que je faisais exister en impro. Ok. Alors tu travailles une scène de 3-4 minutes au cours Florent, tu vois. Et il y avait des personnages qui m'avaient marqué, que j'avais adoré jouer. Donc les personnages que j'avais adoré jouer, je les ai reconvoqués en impro. Et puis d'autres personnages qui m'inspirent. Il y a eu une période, c'est terrible, mais j'étais hyper inspirée par les mendiantes, les nanas qui mendient dans le métro, les Roms. Ok. Donc ça, bah ouais, je sais pas, je me projetais en elles. Je disais, s'il vous plaît, vous n'aurez pas une pièce. Voilà, bon, c'était débile, mais ça m'amusait. Et je pense aussi que la caricature, c'est amusant. Et donc voilà, donc j'avais ce genre de personnage, j'adorais faire les sorcières dans les contes, Ah ouais. m'en les dire, je trouve ça cool. Voilà, j'aime bien aussi jouer des bourgeoises horribles, un peu à l'image de ma grand-mère. Dédicace. Mais ouais, mais en même temps, le truc, c'est que t'es inspiré par les autres quand t'es comédien ou comédienne. Donc il y a des personnages que t'as envie de faire revivre d'une manière ou d'une autre. Et puis j'ai quand même de la tendresse pour ces vieilles bourgeoises acariâtres. Parce que c'était ma grand-mère, donc... Et puis la jouer aussi, ça te permet d'avoir une certaine empathie aussi de... Ouais, puis ça me libère aussi de ça. Ça exorcise quelque chose. Ouais, ça me libère, c'est-à-dire que ça m'évite d'être acariâtre dans la vie de tous les jours. De pouvoir l'être sur scène. Ça me permet de vider cette envie de tout défoncer autour de moi aussi par moment, quoi. C'est en ça que je dis que le théâtre m'a sauvé la vie aussi. C'est que ça m'a permis de... Ça m'a permis en fait de libérer des émotions, d'avoir un endroit sécurisé où tu peux exprimer des émotions sans que tu sois jugé. Parce que ça m'est déjà arrivé de piquer des crises chez moi, j'ai eu les flics qui sont venus voir, quoi. Parce que mes voisins s'inquiétaient, parce qu'ils m'entendaient hurler. Vous hurlez sur une scène, personne n'appelle les flics pour vérifier si vous allez bien ou pas. Jusqu'ici, non. J'ai jamais vu ça. Non, voilà. Donc c'est quand même un espace super cool, où tu peux tout vivre. Et toi, après tant d'années, genre, du coup, t'as joué dans des troupes, tu continues, tu fais encore les spectacles anecdotes insolites. Avec Impro Studio, c'est la 9ème saison, ouais. Ouais, tu donnes des cours. Tu sens que c'est quoi ce que tu vas chercher du coup dans cette étape de ta vie, toi? Qu'est-ce que ça t'apporte encore l'impro dans ce que tu approfondis? Moi, j'ai énormément de reconnaissance là actuellement en tant qu'enseignante en tout cas. Plus qu'en tant que joueuse, mais je m'en fous parce que vraiment, enfin je m'en fous, non évidemment, j'aimerais avoir la consécration et être une comédienne incroyable évidemment. Mais non, mais c'est vrai. Ouais. Mais non, là aujourd'hui, ce qui me remplit, c'est la reconnaissance de mes élèves. J'ai eu des témoignages d'amour, j'ai eu des remerciements, moi, ça m'a fait pleurer ça m'émeut là à nouveau, hein, parce qu'en fait, c'est... Moi, j'ai fait du théâtre parce que je voulais de l'amour. Ouais. Il se trouve que j'ai rencontré une vocation, c'est l'enseignement, et que je reçois énormément d'amour avec l'enseignement. Autant de mes élèves enfants qu'ados et adultes. J'ai reçu de la reconnaissance de gens que j'ai vus en prison une fois. Ouais, c'est le fait de transmettre cette discipline. J'ose pas dire cet art parce que je le vois comme un artisanat. Okay. Et un peu de l'art, mais il y a des choses qui nous échappent en fait. Et comme c'est éphémère, on n'est pas tout le temps artiste, on est souvent artisan. Et de temps en temps, il y a de l'art qui sort. Mais, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est
recevoir la reconnaissance de mes élèves, c'est juste un truc de malade. Et après, quand ils viennent au spectacle et qu'ils aiment les spectacles, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Mais vraiment, de voir que ça a influencé, que j'influence la vie des gens, et dans un bon sens, qu'ils me disent que... non, mais c'est débile, hein, mais j'ai une élève, alors là, ça n'a rien à voir avec l'impro, pour le coup, qui m'envoie un mot, genre 1 ou 2 ans après avoir quitté les cours, pour me remercier de tout le travail de respiration qu'on a fait en début de cours, parce que son accouchement s'est passé super bien. Ah, c'est Moi, je dis alléluia, tu vois. Alors c'est drôle, ça n'a pas de lien avec l'impro, mais je l'ai aidé à respirer. Ça, c'est cool. Là, c'est un vieil exemple, mais j'ai eu des exemples plus récemment où mes élèves m'ont fait une preuve d'amour incroyable. Ils m'ont écrit une carte, moi je pleurais comme pas possible. Voilà, c'est là où j'ai ma reconnaissance, quoi. Ça travers ça. Et de voir que ça change la vie des gens, de voir des gens super timides quand ils arrivent en cours, ou sur la réserve, ou hyper stressés, et que je les vois lever la tête, regarder les gens dans les yeux. Rien que ça, hein. Quand je vois que quelqu'un arrive à changer sa façon de regarder l'autre, son rapport à l'altérité change, pour moi j'ai tout gagné. Parce que, voir les gens s'épanouir. Parce qu'en fait, je pense que la timidité c'est quelque chose d'appris. Ouais. Je pense qu'on est tous faits pour être extravertis, mais que la timidité, la réserve, c'est le résultat d'une éducation ou d'un dressage. De l'environnement, l'éducation, une combinaison de facteurs qui font que on s'est mis dans ce personnage-là, quoi. Je pense que c'est il peut y avoir aussi un regard sur le monde, un regard plus lointain, plus introverti, etc. Mais je pense que si on était dans un monde vraiment super bienveillant, ce qui est absolument pas le cas, on est dans un monde super violent qui a été construit par les hommes, hein. Je suis navrée de le dire. Si on était dans un monde plus bienveillant, je dis pas que si ça avait été construit par les femmes ça aurait été plus bienveillant, j'en ai aucune idée, ça n'a pas été le cas. Je pense que si ça avait été plus dans la collaboration, ça aurait été plus simple quand même que ce qui se passe aujourd'hui. Et tu le vois très bien dans la cour de récréation que le monde dans lequel on est violent, et sur les réseaux sociaux, puisque la violence elle va à donf sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui on voit plein de du harcèlement scolaire, du harcèlement sur les réseaux, comme je disais, je me répète beaucoup, mais et en fait, c'est la révélation qu'on est dans une société violente, avec des injonctions, des obligations à remplir des conditions pour être accepté par le groupe, etc. Et comme nous sommes des êtres sociaux, on veut rentrer dans le moule, on veut rentrer dans le groupe, c'est normal. Et le fait qu'on veuille rentrer dans le groupe, ça provoque des rivalités, des machins, et de la violence. Et en fait, il y a d'autres façons d'entrer dans le groupe, et je pense que si le groupe était plus bienveillant, ça pourrait beaucoup mieux se passer. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme qui est nécessaire de faire aujourd'hui, autant par rapport aux périls écologiques qu'aux périls sociaux. Je trouve pas qu'on soit dans une période très calme d'un point de vue social. Là, je me dis, il faut se méfier de l'eau qui dort, quoi. Donc, pour moi, l'impro, c'est une éducation au vivre ensemble, en fait, à la symbiose, parce que c'est ça que ça veut dire. Symbiose, c'est vivre ensemble. C'est trop intéressant parce que j'ai écouté un podcast sur les champignons. Ah, oui. La série documentaire. Et en fait, on connaît très très mal les champignons, puisque la vision du 19e siècle, c'était une vision faussement darwiniste, hein, parce que Darwin ne considère pas que tout est compétition. Et c'est un regard mauvais sur Darwin, enfin à mon avis, hein, et pas qu'à mon avis, c'est un regard biaisé sur Darwin que de dire que, en gros, dans la nature, c'est marche ou crève. Et que on est tout le temps, les espèces sont en compétition et qu'elles gagnent les unes sur les autres. Il y a beaucoup de cas de symbiose. Et le champignon, on est la preuve. Et les champignons, il y en a partout. Il y en a dans nos maisons. On n'en a pas conscience. Il y en a partout. Il y en a dans la poussière. Il y en a partout, partout, partout. Et eux, ils vivent en symbiose. Et ça vit en symbiose avec des algues, avec des bactéries, avec des machins. Et en fait, nous, on devrait être capable de la même chose. Plutôt que d'aller se mettre sur la gueule et d'aller défoncer le vivant. Peut-être vivre en symbiose avec le vivant, se rappeler qu'on est une partie de la nature. Enfin, je suis en train de partir en délire là, mais non, mais je trouve qu'il y a un lien avec ce qu'on fait en impro. D'apprendre l'intelligence collective, comment fonctionne un groupe en tant que c'est ça. Pas juste une somme d'individualité. C'est ça. Et se rendre compte que si je soigne le groupe me soigne. Si je fais attention à mon partenaire, si je le stimule, si je prends soin de lui, il y a de grandes chances qu'il me donne l'appareil. Il va pas aller me taper sur la gueule normalement. Ouais. Et ça, c'est pour moi, c'est une des valeurs intrinsèques à l'impro, et je pensais pas rencontrer ça en faisant de l'impro.
Moi, au départ, je voulais être sur scène. C'était un truc d'ego, hein, finalement, Mhm. au départ, qui m'a fait arriver à l'impro. Mais c'est cool, ça m'a fait bouger. Ah, c'est chouette. Et tu Ouais, te ouais. souviens d'une scène où justement bah, le groupe ou certaines personnes n'ont pas pris soin du groupe? Enfin, une scène qui s'est vraiment mal passée, où tu as senti qu'il y a eu. Où c'est de l'impro, mais là vraiment ça a manqué de compréhension, ou alors il s'est passé un truc de dingue qui était vraiment atypique. J'ai pas d'exemple super précis en tête parce que j'ai tendance à occulter. Ouais. Parce que ça sert à rien de se trimballer parce que de la rancune, de la rancœur. Parce qu'en général, tu vis un mauvais moment quand tu. Et donc, quand tu vis le mauvais moment, bah, t'as tendance à. Enfin, moi en tout cas, je peux avoir tendance à cristalliser sur mes partenaires alors que c'est toute une. Tout un truc. Mais souvent, les problèmes en impro, ils découlent d'un gros problème pour moi. Pas un seul, mais un, un majeur, c'est le manque d'écoute. Ouais. Le manque d'écoute, peu importe par quoi il est motivé, le manque d'écoute amène du malaise sur scène. Si l'écoute n'est pas tout à fait là, ta scène elle va se péter la gueule et tu vas pas vivre un bon moment. Parce qu'en fait c'est ça. Là je te parlais de la grâce tout à l'heure. Mhm. Mes moments de grâce c'est parce que j'entendais mon partenaire m'entendait. Ou ma partenaire, Mhm. dans l'un ou l'autre cas. C'est-à-dire que c'était vraiment un moment d'écoute totale et on construisait l'un avec l'autre. Et c'était comme construire une cathédrale en 5 minutes, quoi. Ah, c'est génial. C'était assez fou. Et quand t'as pas ça, ouais, ça peut très vite péricliter ta scène et tu vis un mauvais moment. Et en général, moi, comme j'aime pas souffrir, j'ai plutôt tendance à éliminer le mauvais moment et à l'oublier. Et puis, il y a là, quoi, en avant. Et en vrai, il vaut mieux être comme ça. Enfin, c'est comme la rancune. Ça sert à rien d'avoir de la rancune, ça nous fait pas avancer. Mm. Ne pas oublier, c'est quelque chose. Ça peut aider à pas te retrouver dans les mêmes merdes systématiquement. Mm. Mais voilà. Moi, je sais que c'est une question d'écoute. J'ai pas besoin de me rappeler la situation précise avec qui. Je sais juste qu'il faut bosser l'écoute et puis voilà. Ok. Et euh, là, donc, à l'avenir, t'as des souhaits sur scène, des choses que t'aimerais tester, des nouveaux formats, des nouveaux types de spectacles. T'as des envies, toi, pour le futur, que ce soit à court, moyen ou long terme? Alors, j'ai rien de concret en tête. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de jouer sur scène. Je voudrais que ce soit le plus sincère possible. Mhm. Il y a un travers dans lequel tombe l'improvisation, je trouve, par moment, voire même souvent. Oui, elle veut s'exprimer. C'est c'est d'être en surface des personnages. J'aimerais réussir à amener plus de profondeur, euh, plus de matière en fait, et pas être trop en surface. La difficulté, c'est que comme on a plusieurs choses à gérer quand on est sur scène, on a soi, on a notre texte, on a notre placement, notre énergie, le volume, enfin tous les aspects techniques, mais aussi l'aspect de la narration. Et, euh, et c'est parfois difficile de réussir à aller dans la vérité du personnage quand t'as tout ça à gérer. Mm. Et ouais, mon désir, ça serait de réussir à faire d'être plus sincère sur scène. Ok. Mais Et ça, c'est un truc perso, quoi, en Mhm. fait. Mais en termes de spectacle, je suis pas une grosse inventeuse de formats, de trucs comme ça. Euh, J'aimerais bien trouver un format qui permet ça. Ok. Un truc qui permet d'aller toucher plus à ce qu'on voit au théâtre. Ok. Parce que toi, c'est quelque chose que t'aimerais y revenir temporairement un petit peu, Je sais pas si j'ai envie de faire du Théâtre texte, classique. parce que j'aime bien ne pas avoir de texte, Mhm. peut-être, mais en fait, c'est creuser des personnages, travailler des personnages, parce qu'en fait, ce que je te disais tout à l'heure, tu me demandais si j'avais des personnages refus, et je te disais, il y a des personnages que j'aime amener à l'impro, que j'ai travaillé au théâtre. Mhm. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment travailler des personnages et les amener à improviser. Ok. Et ça, c'est un format dont m'a parlé Alex, où ils avaient un spectacle un peu type Cluedo, mais ils bossaient en amont leurs personnages. Ouais. Et après, ils avaient des costumes, et ils avaient juste besoin d'une intrigue et d'un point de bascule dans le spectacle. Et du coup, Ouais. ça leur permettait du coup de travailler à fond les persos, mais ils savaient pas qu'est-ce qui allait se passer et quelles allaient être les relations entre les persos au moment du spectacle.
Ouais, ben moi je trouve ça super intéressant. Alors c'est vrai que tu peux le faire avec Cluedo, mais tu peux le faire avec plein d'autres types de formats, je pense. Hein. Il suffit simplement de trouver un motif ou un cadre. Mhm. Mais c'est facile avec le policier en général, en fait, parce que le policier a des codes, ils sont intégrés depuis des lustres Ouais. par nous tous. Je veux dire, on a tous regardé Columbo, Agatha Christie, etc., etc. Enfin, plein de trucs. Donc il y a des habitudes et il y a des points de passage habituels. Donc Ouais. il suffit que tu aies les deux trois points de passage dans l'intrigue pour que ça bascule. Et effectivement, tu peux avoir ça. Mais je pense qu'il y a d'autres formats qui sont faisables pour faire ce genre de truc. Mais effectivement, c'est plutôt ça qui m'intéresserait. C'est de développer les personnages, de les travailler, qui reviennent. Effectivement, si tu travailles sur le professeur Moutarde, ça, il s'appelle professeur Moutarde, non? Je crois que c'est Colonel Moutarde, je crois. Ouais, peu Le professeur, importe. bon, bref. Ouais. J'ai joué Cluedo très peu dans ma vie. Mais voilà, c'est ce truc-là, effectivement, ça me plairait bien. Ce genre de choses. Parce que du coup, en dehors de J'avais pensé à une série d'ailleurs. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. une J'avais série- pensé à une série à une période. Je voulais faire une série Ok, improvisée. génial. Ouais, mais tu penses que tu le fais pas, c'est pas génial, tu vois. C'est Oh, tu le penses et tu le fais plus tard après. peut-être un jour, ouais. C'est il y a plus de 5 ans que j'y ai pensé. Ok, bon, c'est bientôt, ça va bientôt éclore peut-être. Peut-être, qui sait. Et t'allais me poser une question, t'allais me dire quelque chose. Ouais, parce que du coup, toi, en dehors de l'impro, tu fais aussi des prestats. Et par exemple, tu m'avais parlé l'autre fois, t'avais un costume génial pour un escape game en groupe de 200 par groupe, mais il y avait 200 personnes Ouais. et tu jouais la chenille qui vapote là. Ouais, Avec le nar- dans le- Alice au Pays des avec le Merveilles. narguilé, oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça te permet de creuser des persos, enfin, t'as des prestats. Bah ça m'a vachement plu. Parce qu'effectivement, en gros, c'est un escape game version géante. En gros, moi je suis comédienne dans l'expérience que vont vivre les joueurs. Mhm. Il y avait 250 personnes sur cet événement-là. Et moi je jouais mon personnage pendant quelques heures, 2 heures, un truc de 3 heures. Mhm. Mais je répondais aux différents groupes. Et ça c'était super agréable parce que, bon, mis à part le fait que je me répétais sur les éléments que je leur transmettais parce que eux leur but c'était de trouver de trouver un truc, je vais pas dévoiler le truc du jeu, mais ils devaient trouver quelque chose et moi je leur dévoilais des choses, je leur disais des choses et c'était super agréable de jouer et qu'ils me répondent et que ça me permette de, au fur et à mesure des minutes et des heures qui passaient, d'étoffer et de consolider mon personnage et de me marrer dedans et de me faire vraiment plaisir dans le personnage. Ouais, j'ai kiffé, j'adorais faire ça. Et là, c'était encore plus facile parce que j'avais maquillage et costume. Alors t'avais là, des petites paillettes, t'avais le maquillage, Ouais, la ouais. coiffure, le costume. ah ouais, mais là, du coup, j'avais le boulevard en fait. Parce que ce qu'il faut voir, qui est difficile aussi en improvisation, pourquoi c'est plus difficile aussi de rentrer dans les personnages et de les creuser en impro, Mhm. c'est parce qu'il n'y a pas le costume, il n'y a pas le personnage écrit en amont. On n'a pas tout l'attirail qui nous permet de nous cacher derrière le personnage. On est pas mal à poil quand même quand on fait de l'impro. Mhm. Un peu comme quand on chante, je trouve. Quand on chante, on est assez nu aussi. Parce qu'on n'est pas derrière un personnage, c'est nous devant les gens. Ouais. Et il faut réussir à construire le personnage pour pouvoir se recacher. Et en fait, c'est ça le but du théâtre, c'est de se cacher derrière le personnage et faire exister les Ouais, de personnages. faire oublier l'acteur et de penser Ah ouais. de voir que le personnage et Ouais. son passé fabulé mais incarné quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et donc là, c'était cool, effectivement, l'escape game, parce que je pouvais jouer le personnage. Mhm. Je me suis marrée. Trop bien. Et t'as des objectifs cette année? Genre tu dis bon cette année j'aimerais bien que hop je sais pas augmenter en gamme sur ça ou tester ça ou jouer avec telle personne. Alors, Un c'est petit truc, marrant. un truc où tu dis cette année vas-y on va tester ça. En fait, c'est marrant, je fonctionne pas trop par objectif. Mhm. Je fonctionne plutôt par rencontre, opportunité, tout ça. Parce que quand je nourris trop d'espoir dans quelque chose et que ça se passe pas, je suis déçue et j'ai Ouais. pas envie de vivre ça. Pas J'ai attendre, plus pas trop avoir envie de vivre d'attente. ça. Ouais. Et puis, j'ai justement, en vivant pas ça et en m'accrochant à des opportunités et en m'accrochant pas à ce que j'avais envie au départ. C'est-à-dire que moi, au début, je voulais juste être comédienne de théâtre. Ouais. Si je m'étais accrochée à ça, peut-être que je serais super malheureuse aujourd'hui parce que je suis pas arrivée. Ou pas encore, ou j'en sais rien, mais peut-être que je serais super malheureuse si ça avait été des trucs auxquels je m'accroche absolument et à mes objectifs absolument, absolument. Donc le fait que j'ai aussi de l'ouverture sur les opportunités, ça me rend moins malheureuse, je pense. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, évidemment.
J'ai envie de jouer de plus en plus avec des gens avec qui je me sens vraiment bien sur scène. Mm. C'est pas un objectif, c'est une envie. Mm. Par exemple, j'aime beaucoup jouer avec Angélique sur scène, ou avec Antoine. Je nomme pas leur nom de famille parce que ceux qui me connaissent ils sauront de qui je parle et ceux qui me connaissent pas c'est pas grave. Mais voilà, c'est deux personnes avec qui j'ai envie de jouer, avec qui j'aime bien jouer. Il y a des gens avec qui j'ai envie de plus jouer, effectivement. Mais il y a des passages dans la vie et j'ai pas l'énergie de porter forcément des spectacles à bras le corps. D'accord. Et je suis capable de dépenser de l'énergie dans un projet collectif, mais j'ai pas forcément envie d'être à l'initiative du projet. Ok. Tu peux être un super bras droit et pas forcément ouais, être en tête de complètement. pont. Quoi. Enfin, oui. Ouais, complètement. Mm. Et puis même, on peut être aussi deux bras droits, enfin un bras droit, un bras gauche en fait, où on peut être un bras droit, un bras gauche, un pied droit, un pied gauche. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'être faire partie d'un groupe où il n'y aurait pas quelqu'un qui dirige, mais qu'on construise ensemble, quitte à ce que ça mette 3 ans à se construire. Non, mais parce qu'effectivement, tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Nombre on va plus loin, je préfère aller plus loin et plus lentement. Ça me dérange pas. Après, j'ai envie de continuer à donner mes cours, j'ai envie de continuer à former des gens à la prise de parole en public, j'ai envie de continuer à faire du team building avec l'impro, j'ai envie de continuer à divulguer et à défendre les valeurs de l'improvisation, donc j'ai envie de continuer à travailler en tant que formatrice et enseignante, et j'ai envie de jouer aussi, de pas lâcher le jeu. Et en plus, j'ai pas envie de lâcher le jeu parce que de toute façon, je pense que ça m'apporte je parlais d'humilité en tant que prof, de se rappeler ce que c'est que d'être sur scène. Ça te rappelle aussi comment tu as envie qu'on s'adresse à toi quand tu es sur scène. Ça te rappelle aussi que tu es vulnérable sur scène. Et donc ça te permet aussi en tant que prof d'être moins... pas moins exigeant, mais plus bienveillant sans être complaisant. Et tout ça, je vais le dire au féminin parce que je parle de moi. Ok, c'est génial. Mais ouais, c'est de moi que je parle. Bienveillante sans complaisance, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime Et beaucoup l'autre jour, ça. c'est trop drôle parce que j'ai fait un lapsus, j'ai dit l'inverse en cours, un premier cours, un cours d'essai. Moi, mon credo, c'est complaisance sans bienveillance. Tout le monde a éclaté de rire. Et voilà, c'était la première fois que je faisais le lapsus, mais ouais, non, c'est l'inverse. C'est bienveillance sans complaisance. Je l'ai piqué à Michel Taïeb. Mais c'est une femme qui m'inspire beaucoup, que j'ai eu en formation, et qui nous avait dit ça, et je me le suis approprié. Ok. Parce que j'ai trouvé ça très intelligent et très en accord avec ce que j'avais envie d'être comme prof. Ok. Ou comme coach. Un peu de tout. Mm. Génial. Aline, moi j'ai une dernière question. Ouais, vas-y. Alors, on imagine, Aline, t'es au coin du feu, t'as 80 ans. J'ai un petit peu la sensation d'être dans cette situation-là, sauf que j'ai pas les 80 Avec le ans. chat. Quoi. Moins que le feu. Et t'as des petites pattes doigts malicieuses et t'as un peu tout vécu. Et t'as tes arrière-petits-enfants et qui eux commencent l'impro. Ou les arrière-petits-enfants de tes potes qui viennent te voir et qui te disent mais Aline, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner? On a débuté il y a pas longtemps. Alors du coup, ce serait quoi le conseil d'Aline au coin du feu? Que ce soit pour des débutants d'improvisation ou des un peu plus confirmés. Écoute et laisse-toi transformer. Écoute et accepte de bouger. De toute façon, c'est ça le voyage du héros quand on travaille sur le script. Sois le héros de ta vie. C'est-à-dire, pour changer. Enfin, tous les héros dans toutes les histoires, quand on est sur ce modèle-là d'histoire, et c'est le modèle de toutes les histoires mythologiques, Jésus, tout ça. Et oui, je considère que Jésus est mythologique. Non, mais tous ces trucs-là, c'est basé sur une transformation du personnage. Il commence l'histoire, il est d'une certaine manière, il finit l'histoire, il a bougé. Et en fait, je pense que pour progresser où que ce soit, et en impro et comme ailleurs, écoute
apprends et laisse-toi transformer. Et accepte de penser que tu peux avoir tort. Et en fait, ça c'est je pense que c'est Marshall Rosenberg qui dit ça. Je vais très très mal je vais pas le citer, mais en gros c'est ça l'idée. En gros, il y a 2 catégories de personnes sur cette planète. Ceux qui veulent avoir raison et ceux qui veulent être heureux. Moi, j'ai choisi d'être dans ceux qui veulent être heureux. J'ai pas envie, je m'en fous d'avoir raison. Et je pense que c'est pareil, c'est ce que je dirais aux enfants, aux arrière-petits-enfants, de mes neveux ou de mes camarades ou de ceux qui veulent faire de l'impro. À la jeunesse, en fait, c'est ça que je dirais. Ouais, écoute et laisse-toi transformer. Et doute. Doute, mais avance. Fais des choix. Renonce. Souffre. Sortant. Sois résilient. J'en sais rien, j'en rajoute plein là, tu m'arrêtes pas, alors du coup je raconte que des conneries les unes derrière les autres. Mais ouais, en gros c'est ça, c'est écoute et change. Ok. Ouais, génial, Aline. Bah, merci beaucoup. D'ailleurs, je vais te dire, attends, je vais vas-y. quand même rendre hommage à Joe Bill, Ah, qui est un improvisateur américain que j'ai rencontré et que je trouve exceptionnel en tant que joueur et en tant qu'ami. Et qui est assez philosophe. Et lui, il est très intéressé par la psychologie. Et par exemple, il dit un truc. Il dit ça. Il dit accepte de te faire changer et change, quoi. Écoute et change. Voilà. Donc ça vient de lui aussi. Hein. En fait, ma vision, elle vient de plein de gens qui ont traversé ma vie, qui m'ont raconté des choses et que j'ai vu faire et qui ont été des exemples. Et si je pouvais avoir le même impact sur d'autres personnes, ce serait cool. c'est déjà le cas. Ouais, bah voilà. Voilà, donc écoute, petit padawan, c'est ça qu'on dit dans Star Wars? Dans Star Wars, ouais, dans Star Wars. Dans Star Wars. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir. Pour clôturer, est-ce que tu as des annonces à faire sur toi, des spectacles, des cours que tu donnes, quelque chose qui te touche, je donne que des tu cours fais chez Impro Studio. Mhm. Et vous pouvez venir et vous amuser avec nous. Je donne des cours pour les gens qui habitent dans la région d'Anguin, à Anguin. Il y a un cours qui s'est ouvert au Centre culturel François Villon. Et je joue dans un spectacle qui s'appelle L'Anecdote Insolite. Et je joue dans un spectacle qui s'appelle D'une fable à l'autre, avec ma fantastique partenaire Angélique et Antoine Godin. Et Angélique qui dit des fables magnifiquement bien. Même si nos impros sont pourris, vous aurez eu le plaisir d'entendre les fables dites de la meilleure façon possible. Oh. Et je mets la brosse à reluire, mais vraiment, elle dit extrêmement bien les fables. Et voilà, et puis sinon, voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec C'était plaisir. Aline Petit dans le canapé des coulisses. Et puis, à très bientôt. Merci.